L'air du matin est encore frais. Un jeune garçon avance pieds nus dans le sable, juste assez près pour sentir l'humidité du Nil. Le fleuve bouge lentement, presque comme s'il respirait. Cet enfant s'appelle Taharqa. Il ne comprend pas encore le poids de son nom, mais il sent déjà quelque chose. Une présence, une force. Comme si le fleuve l'observait en retour. Derrière lui, les chants des prêtres montent du temple d'Amon, à Napata. Des voix graves, rythmées, qui résonnent dans les roches sacrées. Un jour, les scribes écriront que le dieu Amon veillait sur lui depuis sa naissance. Mais pour l'instant, il n'est qu'un enfant au bord de l'eau, fasciné par un fleuve qui façonne des royaumes. À cette époque, l'Égypte n'est plus l'empire invincible qu'elle fut. Les pharaons du Nord se disputent les provinces. Les villes se rebellent. Les temples manquent de ressources. Les alliances changent chaque lune. Mais au sud, en Nubie, un autre pouvoir grandit. Le royaume de Kouch. Structuré, stable, respecté. Là-bas, les souverains voient un rêve que beaucoup croient impossible. Unifier les deux terres et restaurer la gloire du Nil. Piyet, l'oncle de Taharqa, observe le chaos du Nord avec la conviction qu'un jour, un roi du Sud devra intervenir. Il sait qu'un enfant de sa lignée pourrait être celui qui ramènera l'ordre. Dans la cour du temple, le soleil tape durement. Taharqa respire profondément, les bras tendus, le dos droit. Il n'a pas le droit de vaciller, les prêtres le regardent. Son éducation est stricte. Lecture des hymnes, maîtrise des armes, entraînement quotidien, prière, étude des lignées royales. Chaque matin, on lui répète « Tu es un fils d'Amon, tu dois marcher droit, même quand personne ne te voit ». Il ne sait pas encore que cette phrase deviendra son guide, mais il sent déjà la pression, la responsabilité. Chez les Kouchites, un prince n'est pas né pour être servi, il est né pour servir son peuple. Les années passent, et Taharqa grandit vite. On le voit dans les camps militaires, observant les généraux, apprenant la stratégie. On le voit dans les temples, se tenant droit comme un adulte, apprenant la puissance du rituel et du symbole. Son nom commence à circuler, le jeune prince du Sud, celui qui a l'étoffe d'un roi. Lorsque Piyet lance ses premières campagnes vers l'Égypte, Taharqa fait partie de l'expédition. Les archives rapportent qu'il joue déjà un rôle central. On le décrit comme charismatique, courageux, respecté des soldats. Et dans le chaos du Nord, il découvre un pays magnifique, mais brisé, une terre blessée qu'il sent, au fond de lui, destinée à être relevée. Le jour où tout bascule arrive quand Shabaka, roi de Kouch et pharaon d'Égypte, s'éteint. Les prêtres, les généraux, les nobles savent déjà qui doit lui succéder. Mais Taharqa, lui, doute. Il sait ce que signifie cette couronne, diriger 2 royaumes, affronter des ennemis, porter le poids du Nil sur ses épaules. Dans le temple de Karnak, il se tient face à la statue d'Amon. Le silence est total. On n'entend que le feu des torches et le souffle des prêtres. La couronne se pose sur sa tête. Le sable, le fleuve, la vallée entière semblent retenir leur souffle. Et dans cet instant, Taharqa ne voit plus les murs du temple. Il voit l'Égypte meurtrie, la Nubie fière. Les 2 terres, comme si les dieux eux-mêmes plaçaient leur destin entre ses mains. Il est désormais le maître des 2 terres, pharaon d'Égypte, roi du Kouch, et celui que l'histoire appellera plus tard le dernier grand conquérant africain de l'Antiquité.